Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique comme chaque jour à 8h. Aujourd'hui, Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Alors qu'on a appris dans la soirée le ralliement de Yannick Jadot à sa candidature, Benoît Hamon était en visite dans la journée d'hier à Arras dans le Pas-de-Calais pour évoquer la précarité énergétique. À son arrivée, il a été accueilli par un groupe de soutien à Jean-Luc Mélenchon lui demandant de se rallier au candidat de la France Insoumise. Jérémy Mailleux pour WEO dans le Nord. À votre avis, combien aujourd'hui dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas 27, ça. 27, allez. Mais c'est pas ça. C'est par un comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon que Benoît Hamon a débuté sa visite à Outreau ce jeudi. Pour le candidat à l'élection présidentielle, l'union de la gauche doit se faire avec le désistement de Jean-Luc Mélenchon et le don de ses voix. Mais Benoît Hamon est avant tout dans le Pas-de-Calais pour parler de la précarité énergétique. C'est une terre où il y a des gens pauvres, il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des gens qui vivent de peu et qui ont besoin aujourd'hui de la solidarité la plus élémentaire. Et cette solidarité, elle passe par le fait de considérer que quand on dépense 10% de son revenu à pouvoir se chauffer, 10% de son revenu à avoir de l'eau chaude dans sa salle de bain, ça n'est pas normal. Pour ces militants de la France Insoumise, cette visite est surtout l'occasion de faire entendre que le PS est bien mort et qu'il faut que Benoît Hamon rejoigne Jean-Luc Mélenchon. L'essentiel du PS est en train de suivre Macron. Il y a une scission, je pense qu'il y a beaucoup d'analystes politiques qui le disent, il y a une scission au PS comme elle n'a jamais eu. La logique voudrait que M. Hamon rejoigne la France Insoumise. Les citoyens de gauche, les citoyens qui étaient là au printemps à lutter contre la loi travail, sont prêts à l'accueillir les bras ouverts puisqu'on a beaucoup de points communs. Benoît Hamon s'est également rendu à Boulogne-sur-Mer où il a été accueilli par Frédéric Cuvillier, le maire de la ville, puis dans un écothéâtre à Los Angeles, avant son meeting à Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy. Voilà, et on a appris hier soir que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon allaient se voir dimanche pour de nouvelles discussions. Former les agriculteurs de demain, à la veille du salon de l'agriculture qui ouvre demain. Vous le savez, on part pour l'Occitanie avec un focus sur l'avenir des filières agricoles. 15 000 élèves apprennent actuellement de nouvelles méthodes de production, des filières qui peuvent être porteuses à condition d'anticiper les besoins de main-d'œuvre et de compétences. Reportage à Ondes, en Haute-Garonne, de Marlène Mec pour TV Sud. Quelle stratégie de développement adopter pour l'enseignement agricole de demain ? Une vaste question à laquelle les acteurs de ce secteur ont tenté de répondre lors des premières assises organisées au Conseil régional à Toulouse. On a 250 produits sous signe de qualité. On doit le retraduire en termes de formation pour que depuis l'Occitanie, on puisse irriguer toute l'Europe, puisqu'on compte 20% des produits sous signe de qualité de l'Europe entière. Donc on puisse irriguer par des gens qui soient formés chez nous l'ensemble du pays européen. Ici à Ondes, en Haute-Garonne, ce lycée agricole accueille plus de 300 élèves, de la 3e au BTS. Les différents pôles de compétences, tels que l'aménagement paysager par exemple, font la fierté de cet établissement vieux de plus de 130 ans. Vous avez des yeux qui sortent au niveau de la tige principale. Solène et Théo sont en filière sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. À 16 ans, ils ont un regard très lucide sur l'enseignement agricole et les débouchés. Il y a beaucoup de facteurs qui font que aujourd'hui c'est pas évident de se lancer, mais il y a de l'avenir parce que on a besoin de l'agriculture pour se nourrir, s'alimenter chaque jour et c'est un domaine d'avenir. Au fur et à mesure du temps, il y aura plus beaucoup de personnes qui vont se diriger vers cette filière-là. Parce que ça se dégrade un petit peu et les gens vont plus vers le web, tout ce qui est technologie. Malgré tout, toi, tu souhaites orienter vers cette filière? Oui, quand même, c'est vrai. Tu y crois encore? Oui. Dans ce lycée, seuls 11% d'élèves viennent d'une famille d'agriculteurs. Pour sa directrice, l'enseignement agricole a encore un bel avenir.
On a une bonne insertion professionnelle, un bon taux de réussite aux examens et on fait des projets intéressants, transversaux, qui forment à la fois les jeunes et aussi les citoyens de demain. Et ça plaît aux jeunes. Des jeunes que l'on retrouve dans 22 établissements publics locaux comme celui-ci. La greffe d'agriculteurs a encore de quoi prendre. Voilà, c'est donc demain que le salon de l'agriculture ouvre ses portes, un salon où sont organisés chaque année des concours de produits ou d'animaux. 34 animaux vendéens seront présentés d'ailleurs, parmi eux Guetta qui y participe pour la 3e fois. C'est un portrait de cette vache qu'on vous propose maintenant, une belle blonde d'Aquitaine, et c'est Pierre Dalicieux qui est allé à la rencontre de son propriétaire, un éleveur passionné de génétique pour TV Vendée. Voici Guetta, une blonde d'Aquitaine de 1 tonne 250 qui s'apprête pour la 3e fois dans sa carrière à participer au concours le plus prestigieux de France, celui de Paris. Chaque jour, Antoine Mettet, son propriétaire, lui fait un soin de la tête aux pieds. Encore faut-il réussir à l'attraper. Ouais, c'est des vaches qui sont habituées à être attrapées, mais une fois qu'on a mis la corde, tout va bien, mais pour la mettre, c'est un petit peu plus compliqué. Guetta est un peu hors norme par rapport à ses congénères, le résultat d'un travail de génétique acharné de cet éleveur. Il faut dire que les critères pour passer le concours blonde d'Aquitaine au salon de l'agriculture sont stricts et Guetta doit y répondre sans exception. Ce qui est très très important, c'est d'avoir donc un animal très très long, avec beaucoup de prestance. C'est des animaux qui sont très jolis à la démarche. Donc Guetta exprime beaucoup de blondeur à ce sujet-là. Et donc on peut aussi remarquer la couleur, c'est un animal, on peut appeler ça pommelé, avec des couleurs nuancées comme ça. C'est très important aussi. Très éclairé aussi dans le tour d'œil et autour du mufle. Voilà. Si Guetta remporte un prix, c'est l'éleveur qui est récompensé et à travers lui toute son exploitation. Une belle vitrine pour faire des affaires qui dépassent même les frontières de la France. Plus qu'un salon national, c'est un salon international. Donc il y a aussi des étrangers qui viennent visiter le salon de l'agriculture. Et ça nous permet aussi d'avoir des contacts pour faire du commerce extérieur. Cet éleveur n'est pas épargné par la crise que traverse le monde agricole. Donc là, ici, un premier prix en 2011 avec Carmen. Alors forcément, ces trophées qu'il ne manque pas de mettre en avant sont plutôt les bienvenus par les temps qui courent. Aujourd'hui, le fait de faire les concours et d'avoir des victoires et de gagner des prix, ça permet, dans ces moments difficiles aujourd'hui, l'agriculture est quand même en grosse crise. Et ça, quand on a ces victoires-là et qu'on voit ces trophées, ça donne un petit peu de courage. Grosse. Départ pour le salon ce mardi 28 février. Il reste donc encore quelques jours à l'éleveur pour faire de Guetta la plus belle des blondes d'Aquitaine. On part pour Nice maintenant, où il faut sécuriser et embellir du même coup la promenade des Anglais. Un point d'étape des travaux lancé en octobre dernier a été effectué hier après-midi. Bonne nouvelle, le chantier avance plus vite que prévu. Sophie Jeanroy pour Azur TV. Trottoirs, pistes cyclables et rubans de végétation, l'aménagement de surface est achevé entre le quai des États-Unis et Gambetta. Le dispositif de sécurité, quant à lui, est en train de se déployer. Bornes anti-bélier à hauteur des passages piétons, câbles anti-intrusion et bornes rétractables. Le dispositif se veut hermétique. On a un double dispositif. Il y a un dispositif type périmétrique qui permet de fermer aux ponchettes, à l'enval et tout le long de la promenade des Anglais du trottoir sud, un dispositif qui ferme. Et au-delà de ça, nous avons à plusieurs endroits, à Congrès, à Gambetta, à Poincaré, un dispositif perpendiculaire qui empêche un véhicule qui malheureusement aurait pu rentrer dans l'espace sécurisé de progresser et d'aller plus loin. Les services ont accéléré la cadence des travaux. Prévu initialement pour 2019, le chantier jusqu'à l'enval sera terminé pour mi-juillet cette année, une date symbolique. Le 14 juillet, ce sera un an de commémoration de cette tragédie que nous avons connue. Et en même temps, avant de commémorer cette journée, ce moment de mémoire, mais en même temps d'exigence de nous projeter vers l'avenir, je voulais impérativement que nous puissions apporter cette nouvelle configuration, ce qui devait s'étaler sur 2017, 2018, 2019, c'est-à-dire le même type d'aménagement jusqu'à Carras, jusqu'au bout de la promenade des Anglais. Eh bien, nous le concentrons sur une seule année. Toutes les voies de circulation seront maintenues à l'issue du chantier. Coût des travaux jusqu'à l'enval, 19 millions d'euros.
Il y a 3 mois, à Lyon, Marin était tabassé pour avoir défendu un couple. Laissé pour mort puis déjouant les pronostics, il se bat aujourd'hui pour retrouver son autonomie. Et face aux nombreux traitements à venir, ses parents acculés ont lancé un appel aux dons. Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. Marin a besoin de nombreux traitements pour retrouver de l'autonomie. C'est pour cette raison que je me présente devant vous pour solliciter votre générosité. L'appel à l'aide de la mère de Marin, sauvagement agressé à la Part-Dieu alors qu'il prenait la défense d'un couple qui s'embrassait en novembre dernier. Ce jeune Vénitien de 20 ans est toujours hospitalisé à Lyon. Opéré du cerveau, plongé plusieurs semaines dans le coma, il souffre encore aujourd'hui de graves séquelles. Sa famille en appelle donc aux dons via les réseaux sociaux pour financer un programme de rééducation adapté. Tout ce qui est acquis maintenant l'est beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus ancré dans son quotidien et beaucoup moins difficile que si ça l'est dans 6 mois, dans 1 an. Alors pour progresser rapidement, ce sera certainement des cliniques, certainement du privé, une hospitalisation déjà. Sur ce que j'ai vu, ce que j'ai pu prospecter, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Une dépense que la famille seule ne peut assumer et essentielle pour permettre à Marin de poursuivre ses progrès, comme le montre cette vidéo diffusée sur Internet. Mais à travers cette épreuve, Marin et sa famille se sont fixés d'autres objectifs. Notre but est de finalement que l'acte de bravoure de Marin ne soit pas vain, que quelque chose de bien ressort de ça. Donc on envisage de mener des actions dans les transports en commun pour des gens victimes d'agressions et également d'aider à la recherche sur le cerveau. 60 000 € ont déjà été récoltés depuis l'appel lancé sur Internet il y a 5 jours. Pour aider Marin, rendez-vous sur le site de l'association La Tête Haute. Le vinyle a toujours le vent en poupe et maintenant il peut s'emprunter comme un livre. 3 bibliothèques en France proposent ce service, dont celle du Grand Parc à Bordeaux. Une nouveauté proposée à l'occasion de sa réouverture aujourd'hui après quelques semaines de travaux. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. C'est l'une des plus anciennes bibliothèques de quartier de Bordeaux. Construite en 1969 au milieu des tours, elle a été complètement rénovée en 1994 et vient de subir un petit lifting pendant 2 mois et demi. Il y a eu des travaux de chauffage et de climatisation. Il n'y avait pas de climatisation et donc on a fait des travaux et on l'a un petit peu rénové, on a rafraîchi les murs. Une réouverture très attendue des quelques 3000 inscrits, un public local et plutôt familial. On est habitué à cette bibliothèque et là du coup on profite des vacances pour revenir à nouveau. Voilà. C'est tous les jours. On habite à côté donc c'est pratique qu'elle soit rouverte. Mais la vraie nouveauté, c'est surtout l'ouverture de ce fonds de disques vinyle forcément neuf, 400 dans un premier temps, 1500 à terme, que l'on peut écouter sur place ou emprunter gratuitement. En France, il y a 2 bibliothèques, dont Toulouse, qui le met en place et ça marche bien. Mais sur Bordeaux et la métropole, c'est la seule bibliothèque qui va prêter des vinyles. À l'origine de ce projet inédit, Vincent, fan de ce support musical en plein renouveau. Moi j'ai été habitué avec les vinyles de mes parents et puis d'un coup on n'entend plus parler de vinyle, le CD arrive et puis un beau jour on se rend compte que le vinyle revient. Pour alimenter et renouveler le fonds, il a trouvé un fournisseur à Annecy. Il se trouve que cette personne-là est un passionné de vinyle, donc il nous a dit c'est pas au catalogue, mais pourquoi pas. Il dit je vais créer un catalogue sur mon site. Donc du coup depuis il a un catalogue qui est à jour avec une petite précision pour les bibliothèques, donc c'est rigolo. Du rock au hip-hop en passant par le jazz, la variété ou les musiques du monde d'hier et d'aujourd'hui, on peut tout écouter sur cette platine ou chez soi. De quoi attirer des amateurs bien au-delà du Grand Parc. Voilà, fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et des télévisions locales. Et puis maintenant, les unes de vos titres de la PQR.
Évidemment, on démarre avec les unes politiques. Vous voyez s'afficher derrière moi l'éclair, évidemment, qui titre sur l'alliance qui rebat les cartes des législatives en Béarn. Bien sûr, c'est l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Pour le Courrier Picard, Monsieur Propre raccroche. René Dosière, député de l'Aisne, a vécu sa dernière séance à l'Assemblée nationale. Il s'était fait une spécialité, vous le savez, c'était traquer le gaspillage de l'argent public. Pour Sud-Ouest, prison, le coup de fouet. Le garde des Sceaux a annoncé hier la construction de 21 maisons d'arrêt en France, dont 2 dans la région Sud-Ouest, à Pau et à Angoulême. L'objectif, c'est lutter contre la surpopulation carcérale. Pour l'Indépendant, c'est toujours les prisons. Le projet de 400 places validé, une 2e prison pour les Pyrénées-Orientales. Et puis à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture, beaucoup de une de la presse quotidienne régionale basée là-dessus, le salon de l'agriculture qui ouvre, vous savez, du 25 février au 5 mars, la Normandie en force à Paris, évidemment, pour Paris-Normandie, pour la Nouvelle République des Pyrénées, salon, la crème de l'élevage à Paris. Pour l'Union, eh bien, c'est agriculture, le numérique aux commandes. D'ici quelques années, l'informatique gérera la majorité des tâches qui s'imposent à l'agriculteur. Et c'est des chercheurs et moi qui y travaillent. C'est dans l'Union de Reims. Dans la Nouvelle République, 0 pesticides, bientôt une obligation. Et puis, en 2025, tout l'Anjou sera au très haut débit pour le Courrier de l'Ouest. Maine-et-Loire, le syndicat mixte Anjou Numérique va déployer 13 000 km de fibre optique à partir de 2018. Pour l'Écho de Haute-Vienne, les salariés se font entendre à Limoges et c'est Legrand l'injustice. Alors que les dividendes ont augmenté en 2016, la majorité des salariés de Legrand se voit proposer une aumône de 0,7%. Pour le Maine Libre, urgence de l'hôpital, pression permanente. Durant l'épidémie de grippe, le service a connu un afflux de malades sans précédent et des temps d'attente dépassant parfois les 10 heures. Une situation stressante pour le personnel. Pour la Voix du Nord, c'est une santé. Selon l'agence sanitaire Santé publique France, l'épidémie dans la région touche à sa fin. C'est grippe, la fièvre retombe. Enfin, pour La Dépêche, c'est le cinéma français. On en parlera aussi à la fin du débat dans un instant. C'est une année en or. Fréquentation des salles en hausse, production de films. Notre cinéma national se porte bien. Ce soir, cérémonie des Césars. Dimanche, les Oscars. Et Isabelle Huppert en star. Voilà, comme chaque matin, nous allons balayer maintenant dans cette matinale d'info l'actualité territoriale, politique, nationale, avec nos invités de la presse quotidienne régionale et des télévisions locales. Donc j'accueille Pascal Jalabert du Dauphiné Libéré. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. J'accueille Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de Télé-Bretagne Ouest. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Et j'accueille Luc Laventure pour Outre-mer 360. On parlera notamment des problèmes à Mayotte. Tout à l'heure avec vous. Cyril. Pascal Jalabert pour le Dauphiné, c'est la semaine des ralliements et des alliances. Yannick Jadot avec Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon reste ouvert, lui. On en a parlé dans le JT des territoires tout à l'heure. C'est le titre de votre article aujourd'hui, Pascal Jalabert. Oui, alors Yannick Jadot, ce qu'il apporte, c'est pas son poids électoral, parce que la besace est plutôt vide. Il est investi par moins de 17 000 adhérents qui ont cliqué sur Internet. En revanche, c'est ce qu'il a pu dire hier soir, quand même, à une heure de grande écoute, en disant Jean-Luc, maintenant, tu es obligé de nous rejoindre, parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui seras... Voilà, c'est la pression qu'il apporte sur Jean-Luc Mélenchon, c'est toi qui seras le diviseur de la gauche. Donc du coup, là, Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment cornerisé, parce que tant que, bon, il y avait un candidat il peut passer pour être le mauvais joueur de cette il peut passer pour le vieux Ronchon, pour le Ronchon-Mélenchon, pour le mauvais joueur, il peut passer pour le diviseur, voilà, il peut passer pour le chevènement plus Taubira de 2002, donc là, il a une grosse pression maintenant. Ça fait 4 ans qu'il y travaille, il a monté un hologramme, il a monté une équipe, lui demander de renoncer à 10 jours ou à 15 jours du dépôt des parrainages, ça doit être compliqué dans sa tête. Mais aussi, bien sûr, Emmanuel Macron et François Bayrou, désormais alliés. Ils rivalisent de civilité, d'ailleurs, Hubert Coudurier. On va voir ça, mais tout d'abord, Pascal Jalabert, Yannick Jadot, avec Benoît Hamon, ça vous inspire quoi, à vous ? Oh bah ça m'inspire, c'est pas là que se joue le match. En réalité, ce qui est important, l'événement de la semaine, c'est effectivement le ralliement de Bayrou. C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. En même temps, bon bah Bayrou n'avait plus tellement le choix.
Il était à 5% dans les sondages, lui qui est monté à 18%. Il n'avait plus de troupes. Il garde une certaine aura médiatique. C'est pour ça que ce ralliement est célébré. Mais enfin, il s'est offert, comme la dernière fois, à François Hollande, sans rien négocier en contrepartie. Il a d'ailleurs prévenu Macron au dernier moment, qui s'est précipité sur son offre, puisqu'il connaissait un petit reflux depuis la fin de la semaine précédente. C'est le jeune avec le vieux politicien madré. Quelle sera sa place? Est-ce que Bayrou aura plus qu'un strapontin? Tout en disant que le ticket n'est pas dans la tradition française, puisque c'est une institution américaine. Il a bien l'intention de peser. En tout cas, il peut déplacer 2-3 points qui sont essentiels, parce qu'aujourd'hui, Macron est clairement le favori, compte tenu des difficultés de Fillon. L'enjeu reste quand même, au-delà des péripéties de l'extrême gauche, l'enjeu, c'est la qualification pour le second tour face à Marine Le Pen. Est-ce que les choses sont calées maintenant? On a donc cette alliance Jadot-Hamon, on a de l'autre côté donc l'alliance Bayrou-Macron. Est-ce que ça y est? Est-ce que tout est en place? Moi, je dirais que ce n'est pas encore conforme à la réalité de ce qu'est devenu l'échiquier politique français. Comme je le disais il y a une semaine sur ce plateau, le bipartisme a été enterré par les primaires, il a été enterré, et nous avons 4 familles aujourd'hui. Une extrême droite nationale souverainiste, une droite libérale un peu gaulliste, un peu conservatrice, une social-démocratie qui est incarnée par Bayrou et Macron. À mon avis, c'est un peu sévère ce que disait Hubert sur la Carpe Le Lapin, parce qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Et puis une gauche qui, pour le moment, est divisée en deux. Donc voilà, on a les 4 familles, et on peut arriver à une vraie clarification à cette élection qui, finalement, va plus ressembler à une législative comme on a dans nos pays européens voisins qu'à une présidentielle telle qu'on l'a connue depuis 1958. Un tout petit mot là sur le programme d'Emmanuel Macron, 60 milliards d'économies, 50 milliards d'investissements. Hubert Coudurier. 60 milliards d'économies, c'est moins que Fillon qui veut en faire 100. Et 50 milliards d'investissements, ça, c'est une phrase qui mérite toujours d'être vérifiée après coup. Ça ne mange pas de pain. C'est dans les Échos ce matin. Voilà. En tout cas, c'est sûr que maintenant, il mouline du programme, puisqu'on lui a reproché d'être flou pendant trop longtemps, et ça a fini par infuser dans les esprits. Maintenant, ça n'arrête plus, là. Le programme Macron, d'ailleurs, il va être évalué à l'aune de son efficacité. Il faut quand même voir qu'il y a 50% des électeurs, si on compte Mélenchon, Hamon et le troisième, Le Pen, qui sont complètement en dehors des clous sur le plan budgétaire, qui feraient monter les taux d'intérêt, les spreads franco-allemands. C'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui n'a aucune idée des contraintes budgétaires européennes dans lesquelles on est inséré. Alors, Luc Laventure, Hubert Coudurier vient de parler de Marine Le Pen. C'est peut-être une bonne nouvelle que vous allez annoncer à notre invité politique de 8h, qui est Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui sera avec nous tout à l'heure. En Polynésie, la vie politique réserve aussi de belles surprises pour cette présidentielle, puisque Gaston Floss, qui est l'ancien ministre de Jacques Chirac, il était secrétaire d'État au Pacifique Sud, il est ancien président de la Polynésie française, pourrait soutenir Marine Le Pen. Absolument, avec Marine Le Pen. C'est une recomposition, on s'y attendait déjà. Depuis quand même quelques semaines, il s'agissait de trouver un ticket pour pouvoir être présent sur l'échiquier politique, et je pense qu'il a trouvé cette formule. Quelle chance à Marine Le Pen de faire un score important en Polynésie? On commence par la Polynésie. Alors la Polynésie, oui, parce que Gaston Floss est une figure. Et il y a eu des problèmes judiciaires dans le passé importants tout de même. Oui, tout à fait. Très important. Très important. Même frappé d'inéligibilité. Mais de toute façon, il est toujours là. Toujours là. Incroyable. Toujours accroché au rocher. Mais il faut dire que Marine Le Pen fait des scores quand même de plus en plus intéressants, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, un peu à Mayotte et à La Réunion. Et nos confrères de Outre-mer Première viennent de faire un mini-sondage à la Martinique. Et effectivement, on s'aperçoit que le Front National ne fait plus peur aux Antilles. Voilà. Hubert Coudurier, vous pensez quoi du Front National et de positionnement actuel de Marine Le Pen dans cette présidentielle qui caracole, en tout cas dans les sondages, en tête de tous? Le problème, c'est que on est déjà sûr depuis longtemps qu'elle sera qualifiée pour le second tour.
Et que maintenant, il y a quand même un certain nombre de gens qui n'excluent plus totalement qu'elle emporte la présidentielle. Ce que je crois, le problème, c'est que l'élection est en train de se cristalliser en ce moment. Donc Macron est clairement le favori. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui lui arrive à Marine Le Pen, au fond, ça ne la dessert pas. Les ennuis judiciaires. Non, mais enfin, les ennuis judiciaires, ce sont effectivement des emplois fictifs. La différence avec Fillon, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et puis qu'effectivement, alors là, pour le coup, dans son électorat, c'est clairement perçu comme un complot. Mais tous les éléments qui favorisent Marine Le Pen, c'est surtout Brexit, l'élection de Trump, la poussée de l'extrême droite en Europe. Ce sont des éléments objectifs. Et le fond du problème, c'est quand même l'avenir de la droite française. Est-ce qu'elle est sous-évaluée, Pascal Jalabert, dans les photographies qu'on a aujourd'hui? Moi, le seul chiffre que je retiens dans les sondages, c'est que 54% des Français disent qu'ils vont voter, mais ils ne savent pas pour qui. Donc, ça reste très ouvert. Sa présence au second tour n'est pas une certitude à 100%. Moi, je reviens sur cette idée des 4 familles. Donc, il va falloir faire quand même entre 25... La quatrième, c'est qui? La droite nationale, l'extrême droite nationale, voilà, la droite, la social-démocratie centriste et la gauche, qui pour moi est divisée. Donc, du coup... si on arrive à un match à 4 ou à 5, c'est pas encore joué. Avec Hubert Coudurier, la difficile quête des parrainages à la une du Télégramme. Oui, non mais bon, là on passe maintenant clairement l'étape des parrainages. Alors c'est aussi, ça a peut-être une influence sur le temps judiciaire pour Fillon. C'est-à-dire que la pression va se relâcher un peu, il va pouvoir parler de son programme. Pour lui, c'est vraiment indispensable d'expliquer en quoi son programme est un programme gagnant-gagnant pour les Français. Car pour l'instant, il a donné assez peu de raisons de séduire et d'être suivi. Malgré tout, il a un socle qui est beaucoup plus solide que celui de Macron. C'est vrai, ne l'oublions pas, au moment où on pourrait penser que Macron est le favori. Luc Laventure, Outre-mer 360, Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, bientôt à La Réunion et à Mayotte, où des pénuries d'eau persistent dans ces départements français. Je le répète. 3 facteurs pour cette pénurie d'eau. Sécheresse, climat. Une sécheresse qui n'arrête pas depuis 2 mois, 3 mois. Et puis moi, je crois qu'il y a une mauvaise gestion de la prévision. On s'est aperçu que la population de Mayotte a triplé en l'espace de 2 décennies. On avait prévu une première retenue collinaire, une deuxième. La 3e devait arriver depuis les années 2000. Elle tarde à arriver, ce qui fait qu'on se trouve dans une impasse, mais vraiment dans une impasse, avec une population qui n'a de l'eau qu'une fois, un jour sur 2, voire un jour sur 3, avec des risques sanitaires énormes. Et le gouvernement, notamment la ministre de l'Outre-mer et Bruno Le Roux, vont prendre des mesures exceptionnelles, Tanker par exemple, pour faire venir des tonnes d'eau. Alors, dans l'avenir, on parle également d'une usine de dessalement d'eau, mais c'est quand même autre chose. C'est vrai que sur le plan technique, ça fonctionne très très bien, les usines de dessalement, mais c'est extrêmement énergivore. Comment on en est arrivé là? C'est quoi? C'est le climat? Le climat, certes, mais le climat à bon dos. Moi, je crois qu'il faut, en tout, faire des prévisions. Tout le monde savait qu'il y avait 3 retenues collinaires à mettre en place. Et bien, la 3e n'est pas arrivée. Merci Luc Laventure, Outre-mer 360, votre site internet et votre télévision sur le net. Pascal Jalabert, le Dauphiné, ce soir, ce sont les Césars qui sont à l'honneur aussi, Belmondo, Clooney et les autres. Alors une pincée de nostalgie, un zeste d'Hollywood et puis une pluie de stars françaises. Oui, les Césars, le rendez-vous du cinéma, avec quand même un petit regret que l'on note. Alors bravo pour Belmondo. Belmondo, c'est la France, c'est l'incarnation de notre cinéma. Et dans le dossier, on consacre un papier, une fois de plus, à l'absence des comédies. Moi, je suis désolé, mais tant au César qu'à Cannes, j'aimerais un jour voir Franck Dubosc. Le cinéma populaire. Le cinéma populaire, voilà. Il faudrait quand même... Hubert Coudurier aussi. Moi, j'adore Dubosc. Oui, il faudrait qu'on ait Dujardin, Dubosc. Voilà, les films comme les Français, et Danny Boone, évidemment. Les films comme les Français, c'est aussi ça. Alors ça tient à quoi? Vous dites quoi dans le papier? C'est que l'Académie des Césars n'est pas là pour récompenser le box-office. Ils sont plus dans le créatif, voilà. Donc mais il faudrait qu'il y ait un meilleur équilibre. On retient qu'Hubert Coudurier est un fan de Franck Dubosc. On passe à la météo des territoires dans cette matinale. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro.
avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà. Merci Pascal Jalabert du Dauphiné Libéré, Hubert Coudurier du Télégramme, Luc Laventure d'Outre-mer 360. On passe maintenant au Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde tous les 4 ensemble. Et avec vous. François Bayrou était dans la quasi-incapacité de réunir le financement de sa campagne, l'incapacité de réunir les 500 signatures. Puis je crois qu'il a vendu très peu de livres aussi. C'est un signe qui démontre qu'il n'intéresse plus beaucoup les électeurs. C'est donc la deuxième fois qu'il votera François Hollande. Il paye sa place cette fois officiellement pour s'asseoir à côté de l'héritier parricide de François Hollande. François Bayrou a proposé cette alliance sur des principes clairs qui rejoignent d'ailleurs les valeurs de notre mouvement d'En Marche. Il faut rassembler ici ceux qui ont gouverné hier, ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui aspirent à gouverner demain. C'est parfois les mêmes. En 2007, où j'avais déjà eu cette volonté de dépasser les clivages, j'avais fait cette proposition à François Bayrou, il a mis 10 ans de réflexion, finalement mieux vaut tard que jamais. Les clivages sont nécessaires. Et il serait même périlleux de vouloir les effacer, de gommer les différences entre les sensibilités. Ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, c'est la photo du soir, Benoît Hamon aux côtés d'Emmanuel Macron. Je vais essayer de la montrer au président de la République, à François Hollande. On va voir ce qu'il en pense. Monsieur, regardez la photo que j'ai trouvée ce soir. 2 de vos anciens ministres. C'est bien. On peut donc avoir beaucoup de plaisir à se retrouver et ne pas être d'accord. C'est la vie. Vous êtes en désaccord avec le président? Sur ce sujet, oui, puisque nous faisons autre chose. Monsieur, j'ai besoin d'une explication. C'est quoi ça? C'est votre futur Premier ministre? Ça, c'était juste après que je lui ai dit ça va me faire plaisir de te battre. Sur le terrain, ce sont les pro-Mélenchon qui l'interpellent. Je n'ai pas répondu. Je sais pas. Aujourd'hui, dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas ça. 27. Allez. Dans une lettre où je dis que je le félicite de sa victoire, que deuxièmement, je veux définir le périmètre de la convergence, où je dis pas de Macron, ni aux législatives, ni aux présidentielles, où je demande des garanties. Mais quel dirigeant politique serais-je si après 5 ans comme ça, je ne demandais aucune garantie à des menteurs aussi patentés? Allez, vive le rassemblement. On a eu des différences, on a même peut-être eu des divergences, on a peut-être même eu des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, on va dire ça, c'est-à-dire un peu mêlée ouverte. Vous pensez qu'ils ont parlé circonscription? Mais bien entendu, on voit bien que derrière tout ça, il y a une négociation d'arrière-cour. On n'a pas eu de négociation. On n'a pas passé son temps à échanger, c'est pas j'achète et tu vends, c'est rien de tout ça. Et vous n'avez jamais fait embaucher vos enfants non plus à la télé? Moi non, perso, mais... Ils sont encore un peu jeunes. Vous prenez un engagement pour l'avenir, solennel. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Nicolas Bay, le programme d'Emmanuel Macron, 50 milliards d'investissements, 60 milliards d'économies. Est-ce un programme qui vous séduit à vous? Non, c'est des promesses encore et toujours. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit être envoyé à son bilan d'abord.
Il donne des leçons, Emmanuel Macron, il nous explique ce qu'il faudrait faire, il nous explique qu'il ferait mieux que les autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui ? 380 000 emplois supprimés, 380 000 chômeurs de plus pendant les 2 ans où il était à Bercy, la désindustrialisation de la France dont il a été le comptable, dont il est le comptable aujourd'hui avec, par exemple, la vente d'Alstom à General Electric, c'est la clé... le risque donc de vous renvoyez suppression d'un certain nombre de vous renvoyez au bilan. Il propose 125 000 fonctionnaires en moins aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou vous, les fonctionnaires, vous n'y touchez pas ? Nous, ce que nous disons, c'est qu'évidemment, il faut alléger la dépense publique, mais il ne faut pas fragiliser encore davantage les services publics fondamentaux, les fonctions régaliennes de l'État. Or, à chaque fois qu'on a eu des gouvernements qui nous expliquaient qu'il fallait diminuer le nombre de fonctionnaires, eh bien, ils s'attaquaient toujours à la fonction publique d'État dans ses fonctions fondamentales. Par exemple, où est-ce que vous touchez ? Par exemple, François Fillon, qui a supprimé 70 000 postes dans les services de sécurité, 13 000 dans la police, 54 000 dans l'armée. Aujourd'hui, vous touchez sur ce qu'on appelle les fonctionnaires dans les territoriales ? Territoriaux, c'est-à-dire que nous, on ne renouvellerait pas un certain nombre de départs en retraite dans la fonction publique territoriale. Pourquoi ? Parce qu'on supprimerait certaines couches du millefeuille administratif. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne, l'État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les intercommunalités, les communes. Nous défendons un schéma, la commune, le département, la nation, alors que nos adversaires veulent maintenir toutes les couches du millefeuille. Oui, c'est des dizaines de milliards d'euros d'économies, le simple fait de supprimer certaines couches, c'est-à-dire en particulier les conseils régionaux et les intercommunalités. Et à la clé, bien sûr, ce serait des dizaines de milliers de fonctionnaires. Dizaines de milliers, c'est combien ? Oui, écoutez, c'est un chiffrage. Emmanuel Macron annonce 125 000. Oui, mais il faut se méfier beaucoup de ces chiffrages et de ces effets d'annonce. Plusieurs dizaines de milliers. La réalité, c'est c'est plusieurs dizaines de milliers de postes de fonctionnaires qui n'auraient pas besoin d'être renouvelés au moment des départs en retraite, puisqu'on allégerait cette fonction publique territoriale. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un système qui ne fonctionne pas. Ça génère des coûts très importants, des sièges dans les intercommunalités, dans les régions, des dépenses de cabinet, des élus. Tout ça est parfaitement inefficace. Oui. Et là, il y a évidemment un vrai gisement d'économie. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, Emmanuel Macron ne s'y attaque jamais. Vous êtes d'accord sur ce point, justement, avec Emmanuel Macron, parce que ce matin, dans la présentation qu'il fait de son programme économique, à la une des Échos, il dit que le principal gisement pour faire des économies, c'est de taper dans la masse salariale de l'État et dans la dotation aux collectivités locales. Oui, mais tout ça, ça veut tout et rien dire. Il faut définir clairement quelles sont les compétences dévolues aux collectivités locales et qu'elles aient évidemment, soit par la fiscalité locale, soit par les dotations de l'État, le moyen d'exercer ces compétences-là. Et donc, tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, c'est des effets d'annonce. Et puis, il faut que l'État assume ses fonctions fondamentales. Et évidemment, avec la droite et la gauche, on a vu que finalement, on avait un désarmement de l'État en matière de sécurité et qu'on avait un État qui, progressivement, rognait sur tous les services publics et notamment les services publics de proximité. Et ça, c'est une dérive que nous refusons. Mais comment vous pouvez lutter contre ça, vous ? Non, mais nous disons qu'il y a des gisements d'économie qui sont très importants dans notre pays. La politique d'immigration, elle représente au moins 20 milliards d'euros en coûts directs, sans parler des coûts indirects qui sont très élevés. La politique de la ville, c'est des milliards d'euros par an. 100 milliards sur 30 ans. L'accueil des migrants, par exemple ? Oui, bien sûr, c'est l'ensemble des dispositifs qui font que d'ailleurs que les immigrés, y compris clandestins, sont souvent mieux traités que les Français sur notre territoire. Ça a un coût exorbitant. Il y en a d'autres. La fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à ça ? La fraude fiscale, c'est 50 milliards d'euros. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Quand vous évoquez justement la disparition des bureaux de poste ou des services, des services publics dans les campagnes, qu'est-ce que vous faites ? Vous remettez des bureaux de poste ? Concrètement, comment on lutte contre cette France périphérique qui se sont abandonnés ? Non, mais concrètement, parce que ça a un coût. Il faut justement faire en sorte qu'il n'y ait pas des territoires abandonnés de la République. D'accord, mais ça a un coût. Et vous êtes en train de nous dire que, comme les autres, il faut faire des économies. Non, mais il faut à la fois que l'État assume à nouveau ses fonctions fondamentales, les services publics, les fonctions régaliennes, et évidemment, pour éviter de plomber davantage les comptes publics qui sont déjà en grande difficulté, faire des vraies économies dans les secteurs dont on ne parle jamais, qui sont un peu des tabous,
aussi bien pour la droite que pour la gauche. Et ceux qui nous disent aujourd'hui on va faire des économies, ils ne nous disent pas comment, alors que nous, avec Marine Le Pen, nous disons en effet qu'il y a des domaines où on peut faire des économies pour peu qu'on mette fin à des politiques qui sont totalement irresponsables et qui consistent à mieux traiter des étrangers, y compris clandestins sur notre sol, que nos compatriotes. Nicolas Bay, l'Allemagne s'inquiète d'une possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Dans ce cas, dit-elle, il faudrait introduire un contrôle des flux de capitaux. Vous faites peur au couple franco-allemand? Non mais on fait peur à Mme Merkel. Mais c'est réciproque. Nous sommes en désaccord politique total avec les orientations de Mme Merkel. On a bien vu d'ailleurs là aussi que François Fillon, comme Emmanuel Macron, sont allés en pèlerinage auprès de M. Juncker, puis auprès de Mme Merkel, dans une démarche de docilité à l'égard d'une Union européenne qui sert les intérêts de l'Allemagne au détriment des intérêts français. Alors nous sommes dans une démarche d'amitié, bien sûr, avec les autres peuples d'Europe. On est attachés à l'idée européenne et nous voulons construire une Europe respectueuse des nations souveraines, respectueuse des peuples qui doivent être libres. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un fonctionnement de l'Union européenne qui sert sans doute les intérêts allemands au détriment de la plupart des autres pays. Sur le tandem Macron-Bayrou, est-ce que ça vous inquiète ? Non, pas du tout. Je crois que Emmanuel Macron se situe un peu à la jointure entre la droite et la gauche. Il est pas ni droite ni gauche. Lui, il est à la fois la droite et la gauche, les défauts des uns et des autres. Il est emblématique du système jusqu'à la caricature. C'est quand même le banquier d'affaires devenu ministre socialiste. Il est aujourd'hui le principal comptable du bilan de François Hollande et du bilan de son quinquennat. Mais Nicolas Bay, sur l'idée d'un rassemblement progressiste au-delà des clivages, ça parle aux Français. Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de progressiste. En revanche, c'est la vieille combine politicienne. François Bayrou nous expliquait il y a quelques semaines que Emmanuel Macron c'était les forces de l'argent. Il nous expliquait qu'il représentait tout ce qu'il avait combattu toute sa vie. Aujourd'hui, il se rallie sans condition, sans doute pour obtenir quelques circonscriptions législatives ou quelques scrutins Emmanuel Macron, Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, où iront les électeurs de droite? Je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite, et pas seulement de droite d'ailleurs, qui rejoindraient Marine Le Pen parce que ça définirait le vrai enjeu de cette campagne présidentielle, c'est-à-dire est-ce que la nation française va perdurer. C'est un choix de civilisation. Le débat entre Marine Le Pen quelque part que et François Emmanuel Bayrou Macron est un épouvantail. Je crois que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il a le mérite de poser un vrai débat de fond. Et Emmanuel Macron, il est pour la suppression de toutes les protections. Pour toutes les protections économiques, les frontières, la dérégulation totale. Marine Le Pen, elle considère que la nation reste le moyen de protéger notre sécurité, d'assurer nos libertés fondamentales, de défendre notre économie. Finalement, elle est plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Je crois que, honnêtement, François Bayrou et Emmanuel Macron sont en phase sur le fond. C'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée de la suppression de la nation. Et nous, c'est ce que nous refusons. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de vraie différence entre François Fillon et Emmanuel Macron. Il y a sans doute une différence de degré, mais pas forcément une différence de nature dans leur projet. Et je crois que progressivement s'installe dans cette campagne présidentielle, au-delà des péripéties politiciennes, des petits jeux d'alliance, du nombrilisme de chaque famille politique, eh bien le vrai débat de fond qui peut amener Marine Le Pen à gagner en mai prochain. C'est Nicolas Bay qui est sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Le secrétaire général du Front National est notre invité. Dans l'actualité, l'affaire des emplois présumés fictifs du Front National. Florian Philippot a dit que Marine Le Pen n'irait pas chez le juge. Écoutez, on assiste à une véritable instrumentalisation de la justice en pleine campagne électorale. Et ça pose un problème très grave. L'affaire que vous évoquez, c'est une affaire qui date d'il y a 2 ans maintenant. On a déjà répondu à tout. Il y a eu des perquisitions, il y a eu des auditions. Et nous affirmons évidemment que les accusations portées contre nous sont totalement infondées. Mais Marine Le Pen a dit qu'elle apporterait des preuves. Oui, mais écoutez, elle a une immunité parlementaire Marine Le Pen a dit qu'elle apporterait des preuves pour disculper sa chef de cabinet. Mais quelles preuves? Elle les a déjà produites, notamment auprès de l'OLAF, dans la procédure avec le Parlement européen. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on a les mêmes juges sur la même affaire, avec les mêmes policiers, qui perquisitionnent les mêmes bureaux, qu'ils ont déjà perquisitionnés il y a 6 mois. C'est une perquisition médiatique. On voit qu'aujourd'hui, ils essayent d'enclencher des nouvelles étapes de procédure en pleine campagne électorale. Le but, c'est quoi? C'est de déposséder les Français du débat de la présidentielle, des enjeux fondamentaux Vous dites un peu de cette comme élection. Fillon, la même chose que Non, ça n'a rien à voir, parce que François Fillon, les accusations qu'il n'a pas dissipées, c'est une accusation d'absence totale Vous attaquez d'emploi. la justice comme lui.
Oui. Non, mais encore une fois, l'institution judiciaire, elle peut être manipulée, elle peut être utilisée, elle peut être instrumentalisée. Eh bien, par le pouvoir politique. Je vous rappelle quand même que le parquet, il obéit au gouvernement. Qui est le pouvoir politique ? Quand même. Dites-nous tout, Le Parti socialiste qui est au pouvoir. Voilà, je crois le cabinet noir de l'Élysée, par exemple. C'est pas le cabinet noir, c'est simplement que le parquet obéit au gouvernement. C'est une réalité. Il y a la séparation des pouvoirs. Donc vous visez qui ? Le parquet national financier ? C'est toujours une réalité. Ce que je vois simplement, c'est que s'agissant de François Fillon, on lui reproche la non-effectivité du travail de son épouse, en l'occurrence, et il y a un soupçon d'enrichissement personnel et familial. Pour l'instant, les réponses qu'il a apportées ne sont pas du tout de nature à dissiper les inquiétudes légitimes des Français. En ce qui nous concerne, ça n'a rien à voir. On reproche à nos assistants parlementaires de trop travailler. C'est-à-dire d'être à la fois les assistants des députés du Front National, mais d'être aussi, c'est vrai, et nous l'assumons totalement, des militants politiques qui sont engagés dans le combat politique. Qui travaillent pour le parti alors qu'ils sont payés par le Parlement européen. Non, ils ont parfaitement le droit d'être assistants parlementaires et en même temps d'être responsables d'une section locale, d'être élus municipaux. C'est pas des sous-citoyens. Vous comprenez que ça peut choquer les Français, qu'il y a une moralisation politique. Je crois pas. Je crois surtout que le mandat qui nous a été confié par les électeurs, c'est pas d'être des gentils fonctionnaires dociles de l'Union européenne, c'est de construire une Europe différente et donc de s'opposer à cette Union européenne. Alors Nicolas Bay, pour lever toute ambiguïté, Emmanuel Macron et François Bayrou prennent comme axe de campagne la moralisation de la vie politique. Ils souhaitent une loi. Ils en font un préambule en ce moment. Est-ce que vous êtes pour une loi ou est-ce que vous estimez que c'est fondamental de moraliser encore la vie politique ? Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des règles claires et qu'il y ait de la transparence, bien sûr. Mais on voit bien qu'ils utilisent ça un peu comme un argument de campagne électorale. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit absolument irréprochable. Quand on regarde de près, Emmanuel Macron, c'est quand même un ministre socialiste. Quand on voit le Parti socialiste au pouvoir, quand on voit l'affaire Cahuzac, quand on voit Jean-Noël Guérini, qui a été président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec 5 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, et qui était à la tête d'une majorité départementale socialiste, sans que les dirigeants du Parti socialiste n'en soient dérangés. Je ne suis pas sûr qu'il soit le mieux placé, Emmanuel Macron, pour donner des leçons. Nicolas Bay, il y a eu des manifestations encore à Paris hier, place de la Nation, avec des heurts entre les jeunes et les policiers contre les violences policières après l'affaire Théo, 3 semaines après. Marine Le Pen a demandé l'arrêt de ces manifestations. Et vous demandez ce matin quoi ? Le déblocage des lycées parisiens qui sont bloqués ? Oui, bien, il faut mettre fin à ces manifestations qui n'ont aucune légitimité et qui sont simplement le prétexte pour organiser la violence contre nos forces de l'ordre, des incendies, contre des voitures, contre des abribus. C'est absolument inacceptable. On assiste à des scènes de guérilla urbaine, de pillage organisé. On ne doit pas tolérer ça. On est dans l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans un cadre juridique normalement qui doit assurer la sécurité des Français. Eh bien, il faut faire preuve d'une... Donc vous demandez à Bruno Le Roux de prendre en charge tout ça, bien sûr, au Premier ministre. Je ne suis pas sûr qu'un ministre de l'Intérieur qui demande la légalisation du cannabis ou qui l'a demandé il y a quelques mois soit très en situation, en capacité d'assurer l'ordre en France. Mais ce qu'il faut, c'est faire preuve d'une absolue fermeté. Ceux qui commettent des délits sur notre sol et ceux qui participent à ces manifestations violentes, eh bien, ils doivent être lourdement sanctionnés. Ils doivent passer des mois ou des années derrière les barreaux. Il faut rétablir l'ordre républicain. Nicolas Bay, c'est le salon de l'agriculture qui ouvre demain. Vous êtes député européen, mais vous êtes aussi normand. Est-ce qu'il y a une mesure pour sauver l'agriculture dans le programme de Marine Le Pen que vous... Voilà. Emblématique. Oui, il y en a beaucoup. En réalité, il y a un sujet de fond. Mesure. Oui, mettre fin à la politique agricole commune. Cette politique agricole commune, elle fait qu'on verse... beaucoup quand même. Non, c'est faux. Nous versons 21 milliards d'euros par an à l'Union européenne et on récupère 13 milliards, y compris avec la PAC. C'est-à-dire qu'on a une ardoise nette de 8 milliards d'euros. Nous préférions une politique agricole française qui défende nos intérêts. La politique agricole commune, elle a consisté à spécialiser les différents pays d'Europe, alors que nous avons une diversité de notre production agricole et c'est évidemment une force. Eh bien, il faut évidemment qu'on mette fin aux orientations de l'Union européenne qui a consisté pour l'essentiel à défendre les immenses exploitations et à détruire progressivement le tissu rural, c'est-à-dire les petites et moyennes exploitations. Eh bien, nous devons au contraire défendre une agriculture de qualité et défendre nos petites et moyennes exploitations qui font la richesse de nos terroirs. Vous voyez ça comme un réservoir, entre guillemets, de voix pour vous ? Non, parce que ce serait très cynique. Ce que je vois, c'est que la ruralité française massivement se tourne vers Marine Le Pen. On l'a vu aux élections régionales, aux élections départementales. Nous avons obtenu d'excellents résultats dans la ruralité parce qu'aujourd'hui, eh bien, cette ruralité, elle est abandonnée. Elle est abandonnée par les pouvoirs publics au niveau national, évidemment par l'Union européenne, qui l'a totalement sacrifiée, qui en a fait le choix. Eh bien, Marine Le Pen défendra la ruralité française, défendra l'agriculture. Elle aura l'occasion de présenter son projet dans ce domaine, justement, au Salon de l'Agriculture. Bien sûr. Merci Nicolas.
Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, député européen, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, et pour débriefer l'actualité et les propos de Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui était notre invité ce matin, j'accueille sur ce plateau André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, partenaire de cette matinale d'info. Bonjour André, merci d'être avec nous. Et Hubert Coudurier, éditorialiste, directeur de l'information au Télégramme et président de Télé-Bretagne Ouest. Bonjour Hubert, rebonjour, vous étiez avec nous dans la première partie de cette matinale d'info. On commence par le programme d'Emmanuel Macron, 50 milliards d'investissements, 60 milliards d'économies. Et Nicolas Bay, il pense évidemment que ce programme n'est pas bon et qu'il est comptable du bilan de François Hollande. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été obligé de donner des chiffres, des chiffres qui font mal, compte tenu de nos contraintes européennes, compte tenu d'une économie française qui est quand même en déclin, et qui, par rapport à l'Allemagne et même par rapport à d'autres de ses voisins, n'a pas de croissance. On reconnaît aujourd'hui que les réformes Hartz ont modernisé l'Allemagne, même si ça s'est fait au prix d'une certaine précarité. C'est peut-être ce qui va signer la fin des mandats de Mme Merkel. Mais enfin, bon, en France, il y a un problème de redressement économique dont 50% de la population française n'est absolument pas consciente. Donc Macron, lui, a été acculé. Alors, il n'a pas dit qu'il fallait faire 100 milliards d'économies comme Fillon, mais il a parlé de 60 milliards. Le Front National reste plus prudent, dit qu'il faut faire des économies, ne dit pas lesquelles, parce qu'ils ne sont pas justement acculés sur ce thème. Voilà. Sur les fonctionnaires, André Crétenant, les chiffres qu'il a donnés ne sont pas très précis. Non, c'est flou. Alors je ne sais plus qui disait, quand c'est flou, il y a un loup. Martine Aubry. Voilà. Et Arnaud Montebourg après. Effectivement, c'était pas la partie la plus intéressante de ce point de vue-là. Moi, ce que je note, c'est que à nouveau, on parle de l'Allemagne. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le Front National. Je l'entendais hier soir aussi du côté de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, l'Allemagne qui est aussi responsable de cette crise qui existe particulièrement en France, du chômage, etc. Et je pense que c'est simplement pour détourner... Il a pointé la responsabilité précisément d'Angela Merkel. Absolument, pour détourner... Voilà, et aussi pour détourner l'attention. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer aussi avec la présidentielle en Allemagne en fin d'année, puisque Angela Merkel ne caracole plus toute seule en tête et maintenant elle est suivie de très près par Monsieur Schulz, qui est une vraie surprise dans cette campagne. Mais je crois que cette bataille autour des chiffres n'est pas très intéressante. On sent que ça reste flou. Et je vois bien qu'il y a un enjeu électoral, bien sûr, mais c'est pas là que va se gagner, me semble-t-il, la présidentielle. C'est lisible pour les Français, pour les électeurs, Coudurier. Moi, je ne suis pas tout d'accord avec André. Je crois que c'est très important, mais qu'effectivement, les électeurs, c'est pas leur préoccupation. Oui. En tout cas, la 50% de la population. Bon, il y en a qui sont un peu plus conscients, mais enfin, essayons quand même de voir que la France n'est pas une île, qu'elle est insérée dans une économie européenne, que la sortie de l'euro serait dramatique pour les électeurs du Front National, c'est-à-dire pour les petites retraites, pour tous les gens aux revenus modestes. La sortie de l'euro aurait pour conséquence une perte de revenus, et ça, les gens n'en sont pas conscients. Non, ce que je dis simplement, c'est que les politiques attirent l'attention sur l'Allemagne, pour dire voilà, c'est là le problème. Et c'est intéressant de voir aussi que beaucoup d'entre eux disent on ira renégocier du côté de Mme Merkel. Mais on va faire peur à Mme Merkel. On est dans l'irréalisme le plus complet. François Hollande a voulu faire la même chose et constituer un front des pays du Sud, et il s'est heurté aux niettes des Allemands. Mme Merkel sera peut-être battue par le SPD de M. Schulz, mais elle aura quand même fait 3 mandats, et l'Allemagne a profondément changé. Et c'est l'adaptation à la mondialisation qui est en jeu, et la France reste un des pays les plus rétifs à ça. Et l'Allemagne a une habitude de pouvoir... En tout cas, tenter de changer les choses, puisque Gerhard Schröder avait lui aussi fait C'est d'ailleurs lui qui a fait l'essentiel du travail. Absolument. Mais M. Schulz, aujourd'hui, effectivement, remet en question aussi cette réforme de M. Schröder. C'est intéressant. Un mot sur l'accord entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Alors, Nicolas Bay, évidemment, lui, il repousse ça au centre, voire centre-gauche.
Oui, mais bon, aujourd'hui, Macron, Bayrou, on ne sait pas trop d'ailleurs si Bayrou, il n'a rien négocié comme d'habitude. Il critique, et puis après, il se. Mais c'est bon pour le Front National. C'est bon pour le Front National. C'est la candidature des bobos matinés de provincialisme. Donc ça lui donne un habillage plus large. Et pour le Front National, en face, c'est une alternative complètement différente, nationaliste. Ça caractérise les choses. C'est le grand enjeu de l'élection, parce que les médias sont quand même plutôt favorables à l'alliance Macron-Bayrou, mais on ne sait pas trop dans les tréfonds de la population française ce qui est en train de se passer. On ne sait pas exactement où est le Front National. On constate quand même que d'élection en élection, la progression de Marine Le Pen est fulgurante. Oui, moi ce que je trouve, effectivement, c'est très difficile de dire ce qui va se passer, voilà, avec les sondages qui sont très flottants. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que amène cette alliance, c'est-à-dire quelque chose de nouveau dans la campagne, un mouvement de plus. Peut-être que c'est un tournant quand même. Les choses sont fixées là, ça y est ? Non, je ne dirais pas qu'elles sont fixées. Je pense qu'elles apportent quelque chose à Emmanuel Macron, ne serait-ce déjà que quelques pourcentages de voix qui peuvent s'avérer décisifs, puisqu'on voit, je pense que ça sera très serré. La bataille pour accéder au premier tour sera très très serrée. Donc ces quelques points que de toute façon Bayrou va apporter peuvent se révéler décisifs. L'autre chose aussi, c'est quand même effectivement Macron, candidat des bobos, candidat quand même très parisien. Là, Bayrou apporte aussi quelque chose, c'est-à-dire une autre France. L'alliance s'est scellée au palais de Tokyo quand même, hein, au lieu de Coudurier voilà, mais du Paris. Voilà, c'est l'alliance. Quelqu'un quelqu'un dit c'est l'alliance de Uber et du tracteur. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas faux. Et donc ça élargit, à mon avis, ça élargit son électorat. C'est aussi des questions de génération. Le plus jeune, le plus ancien. Donc je trouve qu'il y a là plein d'indicateurs, de signaux qui font que ça apporte quelque chose à la candidature d'Emmanuel Macron. C'est peut-être un tournant, peut-être. C'est peut-être un tournant, je suis d'accord. Macron se relèvera de ses propos inconvenants sur l'Algérie et sur la colonisation. Oui. Et je pense que maintenant, le débat, c'est entre la droite et l'extrême droite. Qui va prendre le dessus ? Cette élection était imperdable pour les Républicains. Elle est tout à fait perdable aujourd'hui. On voit quand même que Fillon, même si... il a fait plutôt une belle semaine. La semaine dernière, elle était plutôt bonne pour François Fillon. Il surnage, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait créé pas de nouvelles révélations, pas de nouveaux épisodes judiciaires. Enfin, ça s'est passé plutôt... plus calmement que les semaines précédentes. J'ai passé un peu de temps avec Georges Fenech, qui est venu nous voir à Brest, avec qui nous avons fait un débat sur l'antiterrorisme, puisqu'il a... Georges Fenech, assez opposé à la candidateur de François Fillon, il faut noter les spectateurs. Président de la commission sur les attentats, mais Georges Fenech, lui, considère qu'il y aura pire qu'une mise en examen, une citation à comparaître. Direct de François Fillon. Voilà, qui avec sans date. Mais enfin, le feuilleton n'est pas terminé. Merci André Quatennens, directeur de l'information de TV5 Monde. Vous diffusez notre matinale d'infos sous forme de best-of tout le week-end sur les antennes de TV5 Monde. Merci Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de Télé-Bretagne Ouest, d'avoir débriefé Nicolas B et l'actualité. On passe maintenant au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble, le Zap Élysée. François Bayrou était dans la quasi-incapacité de réunir le financement de sa campagne, l'incapacité de réunir les 500 signatures. Puis je crois qu'il a vendu très peu de livres aussi. C'est un signe qui démontre qu'il n'intéresse plus beaucoup les électeurs. C'est donc la deuxième fois qu'il votera François Hollande. Il paye sa place, cette fois officiellement, pour s'asseoir à côté de l'héritier parricide de François Hollande. François Bayrou a proposé cette alliance sur des principes clairs, qui rejoignent d'ailleurs les valeurs de notre mouvement, d'En Marche. Il faut rassembler ici ceux qui ont gouverné hier, ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui aspirent à gouverner demain. C'est parfois les mêmes. En 2007, où j'avais déjà eu cette volonté de dépasser les clivages, j'avais fait cette proposition à François Bayrou, il a mis 10 ans de réflexion, finalement mieux vaut tard que jamais. Les clivages sont nécessaires. Et il serait même périlleux de vouloir les effacer, de gommer les différences entre les sensibilités. Ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, c'est la photo du soir, Benoît Hamon aux côtés d'Emmanuel Macron. Je vais essayer de la montrer au président de la République, à François Hollande. On va voir ce qu'il en pense. Monsieur, regardez la photo que j'ai trouvée ce soir. 2 de vos anciens ministres. C'est bien. On peut donc avoir beaucoup de plaisir
à se retrouver et ne pas être d'accord. C'est la vie. Vous êtes en désaccord avec le président? Mais sur ce sujet, oui, puisque nous faisons autre chose. Monsieur, j'ai besoin d'une explication. C'est quoi ça? C'est votre futur Premier ministre? Ça, c'était juste après que je lui ai dit ça va me faire plaisir de te battre. Sur le terrain, ce sont les pro-Mélenchon qui l'interpellent. Je n'ai pas répondu. Je sais pas. Aujourd'hui, dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas ça. 27. Allez. Dans une lettre où je dis que je le félicite de sa victoire, que deuxièmement, je veux définir le périmètre de la convergence, où je dis pas de Macron, ni aux législatives, ni aux présidentielles, où je demande des garanties. Mais quel dirigeant politique serais-je si après 5 ans comme ça, je ne demandais aucune garantie à des menteurs aussi patentés? Allez, vive le rassemblement. On a eu des différences, on a même peut-être eu des divergences, on a peut-être même eu des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, on va dire ça, hein, c'est-à-dire un peu mêlée ouverte. Vous pensez qu'ils ont parlé circonscription? Mais bien entendu, on voit bien que derrière tout ça, il y a une négociation d'arrière-cour. On n'a pas eu de négociation. On n'a pas passé son temps à échanger. C'est pas j'achète et tu vends. C'est rien de tout ça. Et vous n'avez jamais fait embaucher vos enfants non plus à la télé? Moi non, perso, mais... Ils sont encore un peu jeunes. Vous prenez un engagement pour l'avenir, solennel. Hein? Voilà, je vous retrouve demain matin pour les meilleurs moments des entretiens politiques de cette semaine pour la matinale territoire d'info spéciale à 7h30 sur Public Sénat. Bonne journée, bon week-end et à lundi. Au revoir. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Santé au quotidien. Demain, tous allergiques, vous êtes d'accord? Tous, je ne pense pas, mais plus qu'aujourd'hui, c'est quasiment sûr. Recherche. Je peux retrouver des sensations plus humaines, comme par exemple la sensation de taper sur mon ordinateur. Prévention. Je suis vraiment convaincue que le dépistage organisé sauve des vies et qu'il faut le faire. État de santé, présenté par Elisabeth Martichoux, aujourd'hui à 9h30.